Le Comte de Monte Cristo d'Alexandre Dumas. Adaptation Pierre Duprier et Serge Martel. Avec Pierre Santini dans le rôle d'Edmond Dantès. Réalisation Jean-Jacques Vierne. Aujourd'hui, 13e épisode, le carnaval de Rome. Après avoir passé une nuit sous le charme des paradis artificiels, Franz retrouve à Rome son ami Albert. Au cours d'une visite qu'ils font du Colisée, dans les parages duquel le fameux bandit Luigi Vampa impose, paraît-il, sa loi, Franz est le témoin involontaire d'un mystérieux rendez-vous entre deux hommes. Et, à sa grande stupéfaction, il reconnaît la voix de l'un d'eux, c'est celle de Simbad le marin. Nous sommes le 22 février 1838. J'ai eu toutes les peines du monde à parler à Beppo. Et qu'avez-vous appris? Il y aura 2 exécutions mardi à 2h, comme c'est l'habitude à Rome lors des ouvertures de grandes fêtes. Un condamné sera Mazzolato. C'est un misérable qui a tué un prêtre qu'il avait élevé qui ne mérite aucun intérêt. L'autre sera Decapitato. Et celui-là, c'est le pauvre Peppino. Et que voulez-vous, mon cher? Vous inspirez une si grande terreur, non seulement au gouvernement pontifical, mais encore au royaume voisin, qu'on veut absolument faire un exemple. Mais Peppino ne fait même pas partie de ma bande. C'est un pauvre berger qui n'a commis d'autre crime que de nous fournir des vivres. Ce qui le constitue parfaitement votre complice. Je suis disposé à tout pour empêcher l'exécution du pauvre diable. Par la Madone, je me regarderais comme un lâche si je ne faisais pas quelque chose pour ce brave garçon. Et que ferez-vous? Je placerai une 20aine d'hommes autour de l'échafaud. Et au moment où on l'amènera, au signal que je donnerai, nous nous élancerons le poignard au poing sur l'escorte et nous l'enlèverons. Cela me paraît fort chanceux. Je crois décidément que mon projet vaut mieux que le vôtre. Et quel est ce projet, Excellence? Je donnerai 10 000 piastres à quelqu'un que je sais et qui obtiendra que l'exécution soit remise à l'année prochaine. Puis, dans le courant de l'année, je donnerai 1000 autres piastres à un autre quelqu'un que je sais encore et ferai évader votre Peppino de prison. Vous êtes sûr de réussir? J'en ferai plus, à moi seul, avec mon or, que vous et tous vos gens, avec leurs poignards, leurs pistolets et leurs tromblons. Laissez-moi donc faire. Si vous échouez, nous nous tiendrons toujours prêts. Si c'est votre plaisir. Mais soyez certain que j'aurai sa grâce. Et comment le saurons-nous? J'ai loué les 3 dernières fenêtres du café Rospoli. Si j'obtiens le sursis, les 2 fenêtres du coin seront tendues en damas jaune, mais celle du milieu sera tendue en damas blanc, avec une croix rouge. Bien. Et Excellence. Excellence, si vous sauvez Peppino, ce sera plus que du dévouement. À l'avenir, ce sera de l'obéissance. Fais attention à ce que tu dis là. Je te le rappellerai peut-être un jour, car peut-être un jour, moi aussi, j'aurai besoin de toi. Franz, où êtes-vous? Qu'est-ce que c'est? Des voyageurs qui visitent le Colisée au flambeau. Séparons-nous. Il est inutile qu'ils nous trouvent ensemble. À bientôt. Adieu, Excellence. Je compte sur vous. Comptez sur moi. Franz! Mais où êtes-vous? Que faites-vous? Par ici! Albert! Albert, par ici! Seriez-vous devenu sourd, mon cher? Pas le moins du monde. Alors, à quoi étiez-vous occupé? Je vous raconterai cela en chemin. Étiez-vous sous le charme d'une jolie romaine? Hélas, non. Dommage pour vous. Quant à moi, cette promenade au flambeau m'a ravi.
Plus le temps passe et plus je trouve Rome à mon entière convenance. Tiens, à ce propos, n'oubliez pas que nous avons des invitations au théâtre pour demain soir. On y donne l'un des meilleurs opéras de Donizetti, Parisina, chanté par Coselli, Moriani et Specchi. Une vraie soirée de gala. J'en conviens. Mais, Albert, pourquoi avez-vous dit « à ce propos » Parce que ce serait bien le diable si je ne découvrais pas au premier rang d'une loge la brûlante italienne dont j'aimerais évoquer le souvenir à Paris. La divine apparition. Où cela, vicomte? Ne faites pas l'innocent, j'ai suivi votre regard. Et ne mentez pas, vous connaissez cette femme, n'est-ce pas? Oui. Comment la trouvez-vous? Vous me le demandez? Charmante, mon cher. Et blonde. Oh, les admirables cheveux. C'est une française? Non. Bien que j'ai eu l'honneur de lui être présenté à Paris. C'est une Vénitienne. Et vous l'appelez? La comtesse Gasparini. Mais je la connais de nom. Parbleu, quand je pense que j'aurais pu me faire présenter à elle au dernier bal de Madame de Villefort. Je suis un grand nœud. Voulez-vous que je répare ce tort? Comment, vous la connaissez assez intimement pour me conduire à sa loge? J'ai eu l'honneur de lui parler 3 ou 4 fois dans ma vie. Aussi, je crois... Heureux homme. Regardez. Elle vous a reconnu, elle vous fait signe de la main. Mais vous êtes donc au mieux avec elle. Nous nous sommes trouvés en sympathie. Voilà tout. En sympathie de cœur? Non, non. D'esprit. Et à quelle occasion? Une promenade au Colisée. Au clair de lune? Oui. Seul? À peu près. Et vous avez parlé des morts? Ah! C'était en vérité fort récréatif. Et bien moi, si j'avais le bonheur d'être le cavalier de la belle comtesse dans une pareille promenade, je ne lui parlerais que des vivants. Vous aurez peut-être tort. En attendant, vous allez me présenter à elle comme vous me l'avez promis. Aussitôt la toile baissée. Ce diable de premier acte est long. Chut. Écoutez le final. Il est fort beau et Coselli le chante admirablement. Venez. Entrez, baron. Car je ne me trompe pas, c'est bien vous. Oh, comtesse, comment pourrais-je résister au plaisir de vous présenter mes hommages? Et je l'eusse fait plus tôt si j'avais su que vous étiez à Rome. Je vous en prie. Permettez-moi de vous présenter l'un des plus brillants jeunes hommes de Paris. Mon ami, le vicomte Albert de Morcerf. Madame? Asseyez-vous près de moi, vicomte. Vous aussi, baron. Merci, comtesse. Allons, vicomte, donnez-moi donc des nouvelles de Paris. Le théâtre. Il est entre les mains des romantiques, madame. Et la bataille fait rage entre... Excusez-moi, Albert. Voulez-vous me prêter votre lorgnette, comtesse?
Ah, je vois, mon cher baron, que pour vous aussi, la loge d'en face présente quelque attrait. Que voulez-vous dire? Voyez vous-même, tous ces regards d'hommes tournés vers elle. Oh, Dieu! Qu'elle est belle. N'est-ce pas? Médora devait ressembler à cette femme. Qui est donc cette belle albanaise? Et l'homme dont j'aperçois la silhouette derrière elle? Tout ce que je sais, c'est qu'elle est à Rome depuis le commencement de la saison. Depuis un mois, elle n'a pas manqué une seule représentation. Tantôt accompagnée de l'homme qui est avec elle en ce moment, tantôt suivie d'un domestique noir. Est-ce son mari, cet homme? Je l'ignore. Oh, il se penche vers elle. Je vais peut-être réussir à voir son visage. Si vous le voyez, vous penserez sans doute comme moi que ce doit être quelque nouveau déterré, quelque trépassé sorti du tombeau avec la permission du fossoyeur. Certes, vous avez raison, comtesse. Car il m'a semblé extrêmement pâle. Il est toujours comme cela. Vous le connaissez donc? En certaines circonstances, il se fait appeler Simbad le marin. Quoi, serait-ce là votre hôte mystérieux de l'île de Monte Cristo? En personne, mon cher. Le lendemain, 24 février 1838, à l'hôtel de Londres. Oui, entrez. Ah, c'est vous, maître Pastrini. Alors, à défaut de calèche, nous avez-vous trouvé un tilbury, un phaéton? Un charaban, une charrette à bœuf. Pour le début du carnaval. Mieux que cela, messieurs, mieux que cela. Prenez garde, mon cher hôte, le mieux est l'ennemi du bien. Que vos excellences s'en rapportent à moi. Nous vous écoutons. Il y a là, derrière cette porte, un domestique en livrée qui demande à parler à vos excellences de la part de son maître. Et qu'est-ce que c'est que son maître? Votre voisin d'étage. Ah, celui à qui nous devons d'être logés comme deux étudiants de la rue Saint-Nicolas du Chardonnay. Oui, monsieur le baron, oui, un grand seigneur siciliano maltese, je ne sais pas juste, mais noble comme un borghese et riche comme une mine d'or. Son nom? Il comte de Monte Cristo. Monte Cristo? Oh, ça alors? Quelle coïncidence. Décidément, mon cher Franz, ce nom-là vous poursuit. Oui, le hasard, sans aucun doute. Mais dites-moi, maître Pastrini, Si. Quel rapport y a-t-il entre cette calèche que nous espérons obtenir par vos soins et ce comte de Monte Cristo? Ah, si seulement vos excellences voulaient bien me dire ce que je dois faire de ce domestique en livrée qui attend là, derrière cette porte. Bien, faites-le entrer. Par ici, mon ami, entre. Messieurs, De quoi s'agit-il, mon brave? mon maître, le comte de Monte Cristo, sachant l'embarras dans lequel se trouvent monsieur le vicomte de Morcerf et monsieur le baron d'Épinay, m'a chargé de leur dire que pour le carnaval, il leur offrait 2 places dans sa voiture et 2 places à ses fenêtres du café Rospoli. Qu'en pensez-vous, Franz? Devons-nous accepter l'offre de cet étranger, d'un homme que nous ne connaissons pas? Monsieur le comte de Monte Cristo fait également demander à ces messieurs la permission de se présenter en voisin demain matin chez eux. Il a l'honneur de demander à ces messieurs à quelle heure ils seront visibles. Ma foi, mon cher Franz, il n'y a rien à y reprendre. Tout y est. Dites au comte que c'est nous qui aurons l'honneur de lui faire notre visite. Bien, messieurs. Entrez. I signori francesi. Si monsieur le vicomte et monsieur le baron veulent bien me suivre. Si ces messieurs veulent s'asseoir, je vais prévenir monsieur le comte.
Quel luxe, quel raffinement. Ces tableaux, ces tapisseries, ces tapis turcs. Sommes-nous encore à l'hôtel de Londres? Voulez-vous que je vous livre le fond de ma pensée? Je jurerais me retrouver dans ce palais souterrain de... Soyez les bienvenus dans ce modeste appartement. Encore lui, Simbad le marin. Nous avons, le baron d'Épinay et moi, 1000 remerciements à vous présenter, comte. Cet imbécile de Pastrini ne m'avait pas dit un mot de votre embarras, moi qui ne cherchais qu'une occasion de faire connaissance avec mes voisins. J'ajoute que s'il était en mon pouvoir de vous rendre service en d'autres domaines, vous m'en verriez enchanté. Dans ce cas, comte, j'aurais la hardiesse de vous demander s'il vous serait possible de nous procurer un posto qualunque, enfin un poste quelconque, comme on dit en Italie, sur la place del Popolo. Ah oui, oui c'est vrai. N'y a-t-il pas sur cette place quelque chose comme une exécution? Si, en effet. Du moins, c'est ce que nous en a dit Pastrini. Attendez, je vais sonner mon intendant. Je crois bien lui avoir dit hier de s'occuper de cela. Peut-être pourrais-je encore vous rendre ce petit service. Entrez. Monsieur Bertuccio, vous êtes-vous occupé, comme je vous l'avais ordonné, de me procurer une fenêtre sur la place del Popolo? Oui, Excellence, mais il était bien tard. Comment ne vous ai-je pas dit que je voulais en avoir une? Aussi, Votre Excellence a-t-elle une fenêtre, mais j'ai été obligé de la payer sans... C'est bien. Donnez l'adresse de la maison au cocher et tenez-vous sur l'escalier pour nous conduire. Ah, Monsieur Bertuccio, vous êtes-vous procuré la tavoletta? La voici, Excellence. Cela suffit, allez. La tavolette? Qu'est-ce donc? C'est en quelque sorte le programme des exécutions. C'est aussi pour les fidèles une invitation à prier Dieu de donner aux coupables un repentir sincère. Voyons, que nous promet cette tavolette. Seront exécutés aujourd'hui, 25 février 1838, le nommé Andrea Rondolo, coupable d'assassinat sur la personne très respectable de Don César Torlini, chanoine de l'église Saint-Jean-de-Latran. Et le nommé Peppino di Rocca, a priori convaincu de complicité avec le détestable bandit Luigi Vampa et les hommes de sa troupe. Le premier sera mazzolato, le second décapitato. Mazzolato? Mais le bourreau assomme le condamné d'un coup de massue, puis il lui tranche la gorge et lui piétine le ventre. Quel horrible raffinement. Et vous avez éprouvé du plaisir à assister à ce genre de spectacle? Mon premier sentiment était la répulsion. Le second, l'indifférence. Le troisième, la curiosité. Curiosité? Le mot est terrible. Pourquoi? Il n'y a guère dans la vie qu'une préoccupation grave, c'est la mort. Et je prétends que plus on a vu mourir, plus il devient facile de mourir. Aussi, à mon avis, la mort est peut-être un supplice, mais elle n'est pas une expiation. Allons, messieurs, il est l'heure. Ah, j'oubliais. Je crois que, depuis hier, il est survenu quelques changements dans l'ordre et la marche de la cérémonie. Tiens, cela peut donc arriver? Oui. Hier, chez le cardinal Rospigliosi, où j'ai passé la soirée, il était question de quelque chose comme d'un sursis accordé à l'un des condamnés. À Andrea Rondolo? Non. À l'autre. Messieurs, je vous en prie, prenez place. J'ai quelques ordres à donner à M. Bertuccio et je reviens dans un instant. Alors, mon cher Albert, je pense que tout ceci se passe de commentaires. Vous avez deviné qui est le comte de Monte Cristo? Parfaitement. Si je me réfère à ce que vous m'avez raconté de votre séjour dans l'île, notre hôte n'est autre que Simbad le marin. Et c'est aussi l'inconnu du Colisée. Regardez. Regardez là-bas, ces 3 fenêtres. Les 2 de côté sont bien tendues de damas jaunes. Et celle du milieu... de damas blancs, avec une croix rouge. Le signal qu'il a donné à l'homme qui l'attendait au Colisée, n'est-ce pas?
Oui. Voici la charrette des condamnés. Voyez, ils sont deux. Le comte n'aurait-il pas réussi? Ni moi ni le spectacle ne vous auront fait attendre trop longtemps, je pense. Car ce tambour nous annonce l'entrée des acteurs du drame. Ne nous aviez-vous pas dit qu'il n'y aurait qu'une exécution? Je vous ai dit la vérité. Cependant, ils sont deux dans la charrette. Oui. Mais de ces deux condamnés, l'un touche à la mort et l'autre a encore de longues années à vivre. Il me semble, comte, que si la grâce doit venir, il n'y a plus de temps à perdre. Aussi la voilà qui vient. Ce pénitent qui gravit les marches de l'échafaud et qui, en levant la main, va imposer silence à la foule. Le Seigneur soit béni. Le Seigneur soit béni. Et sa sainteté soit louée. Et sa sainteté soit louée. Il y a grâce de la vie pour l'un des condamnés. Grâce! Il y a grâce! Grâce pour qui? Il y a grâce de la peine de mort pour Peppino di Roccapriori. C'est horrible. Venez, messieurs. Le spectacle est terminé. J'ai demandé à M. Bertuccio de vous préparer 2 verres pleins de marasquin. Très vieux. Très fort. Tenez, messieurs. Voici de quoi combattre votre pâleur. Il me semble que je sors d'un cauchemar. Effectivement, c'en est un pour vous. Mais pour le condamné, le grand sommeil. Et Peppino? Il a profité du tumulte. Il s'est glissé dans la foule et a disparu sans même remercier ce digne moine, porteur de sa grâce. Décidément, l'homme est un animal fort ingrat et fort égoïste. Mais que tout ceci ne nous fasse pas oublier que le carnaval vient de commencer. Maître Pastrini m'a dit que vous n'aviez pas de travesti. En voici. Habillons-nous, messieurs. Habillons-nous. Messieurs, quand vous serez là d'être acteur du carnaval et que vous voudrez redevenir spectateur, vous savez que vous avez place à mes fenêtres. En attendant, disposez de mon cocher, de ma voiture et de mes domestiques. Amusez-vous, messieurs. En route, cocher. Dites-moi, mon cher Albert, vous n'avez rien remarqué? Oh, si, beaucoup de choses. Je veux dire, venant du comte de Monte Cristo. Mais c'est ce que je veux dire aussi. Oh! Regardez ces jolies fausses paysannes. Mais alors, dans ce cas, vous avez certainement noté l'insistance avec laquelle il vous regarde toujours. Ah oui, qui? Oh, mais voyons, Albert, le comte. Ah non. Oh là, mes belles! Attrapez ce bouquet! Je jurerais qu'en vous, il voit quelqu'un d'autre. Mais que vous imaginez? Essayons plutôt de rattraper ces jolies filles. Allez, cocher, allez! Droit sur cette calèche toute chargée de paysannes romaines. Oh! Voyez celle-ci qui serre sur son cœur le bouquet que je lui ai lancé tout à l'heure. Comme c'est dommage qu'elle soit masquée. Sur son rire, je parierais qu'elle est la plus jolie du lot. Ah, mon cher, voilà un commencement d'aventure. Par Dieu, je crois bien. Oh! C'est qu'elle me relance son bouquet. N'est-ce pas un signe de reconnaissance? Bravo, bravo. Voilà qui se prépare à merveille. Voulez-vous que je vous quitte?
Vous est-il plus agréable d'être seul? Non, ne brusquons rien. Je ne veux pas me laisser prendre comme un sot à la première démonstration, à un rendez-vous sous l'horloge, comme nous disons pour le bal de l'opéra. Si la belle paysanne a envie d'aller plus loin, elle me trouvera bien. En vérité, mon cher Albert, vous êtes sage comme Nestor et prudent comme Ulysse. Si votre Circé parvient à vous changer pour une bête quelconque, il faudra qu'elle soit bien adroite ou bien puissante. Et ça, qu'est-ce que c'est? Oh, un billet. Épinglé ou nickel? Qu'en dites-vous? Je dis que votre Circé ne perd pas de temps. Demain soir, à 7 heures, descendez de votre voiture en face de la Via dei Pontifici et suivez la paysanne romaine qui vous arrachera votre moccoletto. Lorsque vous arriverez sur la première marche de l'église San Giacomo, ayez soin pour qu'elle puisse vous reconnaître de nouer un ruban rose sur l'épaule de votre costume de paillasse. D'ici là, vous ne me verrez plus. Constance et discrétion. Que pensez-vous de cela, France? Je pense que l'aventure semble vouloir prendre un tour fort agréable. C'est aussi mon avis. Mais n'oubliez pas que demain soir, le duc de Bracciano, le célèbre banquier romain qui me fait l'honneur de me compter au nombre de ses amis, nous a invités à son bal. J'ai grand peur que vous n'y alliez seul. Non, prenez garde, Albert. Toute l'aristocratie sera chez le duc. Et si votre belle inconnue est véritablement de l'aristocratie, elle ne pourra se dispenser d'y paraître. Qu'elle y paraisse ou non, je m'en moque. Et je persiste à la trouver très attachante. Ah. Ce qui veut dire que j'irai à son rendez-vous. Et advienne que pourra. C'était Le Comte de Monte Cristo d'Alexandre Dumas. Adaptation Pierre Dupriez et Serge Martel. Aujourd'hui, 13e épisode, Le Carnaval de Rome. Avec Edmond Dantès, alias Simbad le Marin, Pierre Santini. Vampa, Maurice Sarfati. Albert de Morcerf, Richard Leduc. Bertuccio, André Weber. Le domestique, Louis Amiel. Franz d'Épinay, Jean-Pierre Leroux. La comtesse Gasparini, Lisbeth Heul. Maître Pastrini, Albert Médina. Le pénitent, Georges Beauvilliers. L'annonceur, Bernard Lavalette. Bruitage, Louis Amiel. Chef opérateur du son, Marcel Grenier. Collaboration technique, Bernard Delfieux. Régisseur de production, Anna Sibert. Réalisation, Jean-Jacques Vierne. Le Comte de Monte Cristo d'Alexandre Dumas. Adaptation Pierre Dupriez et Serge Martel. Avec Pierre Santini dans le rôle d'Edmond Dantès. Réalisation Jean-Jacques Vierne. Aujourd'hui, 14e épisode, Le Rendez-vous. Pendant le carnaval de Rome, le jeune Albert de Morcerf, en quête d'une bonne fortune, rencontre une femme masquée qui lui lance un bouquet dans lequel il découvre un billet. Par ce billet, l'inconnu lui donne rendez-vous pour le lendemain soir à 7 heures. Mais le baron Franz d'Épinay rappelle à Albert que ce soir-là, ils sont tous deux invités au bal que donne le duc de Bracciano
le célèbre banquier romain. Ainsi donc, baron, votre ami le vicomte de Morcerf n'est pas rentré. Je l'ai attendu en vain toute la soirée. Et savez-vous où il allait? Je crois qu'il s'agissait de quelque chose comme un rendez-vous. Diable, c'est une mauvaise nuit pour s'attarder. N'est-ce pas, comtesse? Je trouve au contraire que c'est une charmante nuit. Et ceux qui sont ici ne se plaindront que d'une chose, c'est qu'elle passera trop vite. Mais je parle, comtesse, de ceux qui courent les rues de Rome. Comme notre ami Albert, que j'ai quitté vers les 7 heures du soir. Il était à la poursuite d'une inconnue et je ne l'ai pas revu depuis. Vous n'auriez pas dû le laisser, vous connaissez Rome mieux que lui. J'ai prévenu l'hôtel que j'avais l'honneur de passer la nuit chez vous, Duc. Et on doit venir m'annoncer son retour. Tenez, monsieur d'Épinay, je crois justement que voilà un de mes domestiques qui vous cherche. Excellence, le maître de l'hôtel de Londres, je vais prévenir qu'un homme vous attend chez lui, avec une lettre de monsieur le vicomte de Morcerf. Oh, mon Dieu, pauvre jeune homme. Il lui est peut-être arrivé un accident. J'y cours. N'est-ce pas vous qui m'apportez une lettre du vicomte de Morcerf? Êtes-vous le baron Franz d'Épinay, compagnon de voyage du vicomte? Oui. C'est donc bien à votre excellence que cette lettre est adressée. Y a-t-il une réponse? Oui, du moins votre ami l'espère bien. Montez chez moi, je vous la donnerai. Non, j'aime mieux attendre ici. Votre excellence comprendra la chose quand elle aura lu la lettre. Bien. Mais... cette lanterne éclaire mal. Il me semble que je vous reconnais. Oh. J'y suis. N'êtes-vous pas le condamné à mort qui fut gracié hier? En effet. Mon nom est Peppino. Attendez-moi. Je reviens tout de suite. Cher ami, aussitôt la présente reçue et l'obligeance de prendre dans mon portefeuille que vous trouverez dans le tiroir du secrétaire la lettre de crédit. Joignez-y la vôtre si elle n'est pas suffisante. Courez chez Torlonia, prenez-y à l'instant même 4000 piastres et remettez-les au porteur. Il est urgent que cette somme me soit adressée sans aucun retard. Je n'insiste pas davantage, comptant sur vous comme vous pourriez compter sur moi. Votre ami Albert de Morcerf. Post-scriptum... Je crois maintenant aux bandits italiens. Tiens, ouais. Et ceci encore? Si elle essaye de la matinée... voyons. Si à 6 heures du matin, les 4000 piastres ne sont point entre mes mains, à 7 heures, le vicomte Albert de Morcerf aura cessé de vivre. Signé Luigi Vampa. Il n'y a pas de temps à perdre. Bien. En tenant compte des dépenses déjà faites, il nous reste, voyons, 3000 piastres, plus quelques louis. Il manque donc 7 à 800 piastres. Et je ne suis pas certain que Torlonia consente. Voilà. Je ne vois que le comte de Monte Cristo qui puisse... s'il est chez lui... Que se passe-t-il donc, baron? Lisez ceci. Ah. Avez-vous pris connaissance du post-scriptum en italien? Oui. Avez-vous laissé me demander? Oui. Moins 800 piastres.
J'espère que vous ne me ferez pas l'injure de vous adresser à un autre qu'à moi. Prenez. Est-il nécessaire d'envoyer cette somme à Luigi Vampa? Dame, le post-scriptum est précis. Si nous allions trouver Luigi Vampa ensemble, je suis sûr qu'il ne vous refuserait pas la liberté d'Albert. À moi? Quelle influence voulez-vous que j'aie sur ce bandit? Ne venez-vous pas de sauver la vie à Peppino? Qui vous a dit cela? Que vous importe. Je le sais. Eh bien, soit. Le temps est beau, une promenade dans la campagne de Rome ne peut que nous faire du bien. Où est l'homme qui a apporté ce billet? En bas, dans la rue. Il attend la réponse. Salite! Il n'a pas voulu monter. Chez vous peut-être. Mais chez moi, il ne fera pas de difficulté. Ah, c'est toi, Peppino. Excellence, Excellence, ma vie... Ah, tu n'as pas encore oublié que je t'ai sauvé la vie. Je ne l'oublierai jamais, Excellence. Relève-toi. Et réponds. Comment le vicomte de Morcerf fait-il tomber entre les mains de Luigi? Excellence, la calèche du Français a croisé plusieurs fois celle où était Teresa. La maîtresse du chef? Oui. Le Français lui a fait les yeux doux. Teresa s'est amusée à lui répondre, avec bien entendu le consentement du chef, qui était dans la même calèche. C'était lui le cocher. Après? Toujours avec le consentement du chef, Teresa accorda un rendez-vous au Français. Seulement, au lieu de Teresa, ce fut Beppo qui se trouva sur les marches de l'église San Giacomo. Il a 15 ans, Beppo, et il en a attrapé bien d'autres. Ensuite, ils sont montés dans une calèche qui attendait au bout de la via Macello, et on l'a conduit hors des murs, sous la menace d'une paire de pistolets. Le jeune vicomte est à présent dans les catacombes de Saint-Sébastien. Bien. Faites sortir la voiture de remise et ôtez les pistolets qui sont dans les poches. Ali conduira. Bien, monsieur. Êtes-vous toujours décidé à m'accompagner, monsieur L'Épinay? Plus que jamais. Eh bien, venez alors. Amici. Tous ces couloirs, ces galeries, on s'y perdrait. Oui, le repère est sûr. Mais fort heureusement, Peppino est un bon guide. Ah, nous y voici. Vous allez voir un camp de bandits au repos. Qui vive! Eh bien, mon cher Vampa, il me semble que voilà bien des frais pour recevoir un ami. Armes bas, vous autres. Pardon, monsieur le comte, j'étais si loin de m'attendre à l'honneur de votre visite. N'a-t-il pas été convenu, mon cher Vampa, que non seulement ma personne, mais encore celle de mes amis vous serait sacrée? Et en quoi ai-je manqué au traité, Excellence? Vous avez enlevé ce soir le vicomte Albert de Morcerf. Ce jeune homme est de mes amis et vous l'avez mis à rançon comme s'il était le premier venu. Pourquoi ne m'avez-vous pas prévu de cela, vous autres? Corpo di Cristo! Si je croyais qu'un de vous eût su que le jeune homme était l'ami de son Excellence, je lui brûlerais la cervelle.
Je pensais bien, baron, qu'il y avait quelque erreur là-dessous. Mais n'êtes-vous pas seul? Non, je suis avec le baron Franz d'Épinay, à qui cette lettre était adressée et à qui j'ai voulu prouver que Luigi Vampa était un homme de parole. Soyez le bienvenu parmi nous, Excellence. Le prisonnier est là. Il ne lui est rien arrivé, et je vais lui annoncer moi-même qu'il est libre. Oh! Que fait le prisonnier? Ma foi, capitaine, j'en sais rien, ça fait plus d'1 heure que je l'ai pas entendu bouger. Il dort. Pas mal pour un homme qui devait être tué à 7 heures du matin. Vous avez raison, monsieur le comte, cet homme doit être de vos amis. Réveillez-vous, monsieur. Réveillez-vous, vous avez de la visite. Quoi? Ah, c'est vous, capitaine. Oh, par Dieu, vous auriez dû me laisser dormir. Je rêvais que je dansais le galop avec la comtesse Gasparini. Vous êtes libre, monsieur. Quelqu'un à qui je n'ai rien à refuser est venu vous réclamer. Franz, c'est vous qui... Non, pas moi, mais notre voisin, le comte de Monte Cristo. Ah. Comte, j'espère que vous me regarderez comme votre éternel obligé. Mon cher Albert, si vous vous hâtez, nous aurons encore le temps d'aller finir la nuit chez le duc de Bracciano, où se trouve la comtesse Gasparini, et où vous pourrez reprendre votre galop où vous l'avez interrompu, de sorte que vous ne garderez aucune rancune au seigneur Vampa, qui s'est véritablement dans cette affaire conduit en galant homme. Votre Excellence me comble. Peppino, donne-moi la torche. Que faites-vous, capitaine? Je vous reconduis. C'est le moindre honneur que je puisse rendre à votre Excellence. Le lendemain, 27 février 1838, dans l'appartement de Monte Cristo, à l'hôtel de Londres. Comte, permettez-moi de vous répéter ce que je vous ai mal dit hier. Je me souviendrai toujours que je vous dois la vie. Mon cher voisin, vous exagérez vos obligations envers moi. Vous me devez une petite économie d'une 20aine de 1000 francs sur votre budget de voyage, voilà tout. Vous voyez bien que ce n'est pas la peine d'en parler. Mon père, le comte de Morcerf, qui est d'origine espagnole, a une haute position en France et en Espagne. Je viens me mettre, moi et tous les gens qui m'aiment, à votre disposition. Je vous avoue que j'attendais votre offre et que je l'accepte de grand cœur. J'avais déjà jeté mon dévolu sur vous pour vous demander un grand service. Voilà, je ne connais pas Paris. Vraiment, c'est incroyable. Oui, c'est ainsi. Mais je sens qu'une plus longue ignorance de la capitale, du monde intelligent, est chose impossible. Maintenant, votre offre me décide. Voyons. Vous engagez-vous, cher monsieur de Morcerf, lorsque j'irai en France, à m'ouvrir les portes de ce monde où je serai aussi étranger qu'un Huron ou qu'un cochon chinois? Quant à cela, de grand cœur. Et d'autant plus volontiers que je suis rappelé à Paris par une lettre où il est question pour moi d'une alliance avec une maison fort agréable et qui a les meilleures relations dans le monde parisien. Alliance par mariage? Mon Dieu, oui. Ainsi, quand vous viendrez à Paris, vous me trouverez homme posé, et peut-être même père de famille. Et je vous le répète, moi et les miens sommes à vous, corps et âme. J'accepte. Car je vous jure qu'il ne me manquait que cette occasion pour réaliser des projets que je rumine depuis longtemps. Je veux aller à Paris. Il faut que j'y aille. Et quand cela? Eh bien, dans 3 mois. Et dans 3 mois, vous venez frapper à ma porte. Voulez-vous un rendez-vous jour pour jour, heure pour heure? Je vous préviens que je suis d'une exactitude désespérante. Tant mieux. Jour pour jour, heure pour heure, cela me va à merveille. Eh bien, soit. Nous sommes aujourd'hui le 27 février. Il est 10h30 du matin. Voulez-vous m'attendre le 27 mai prochain à 10h30 du matin? Le déjeuner sera prêt. Vous demeurez? Rue du Helder, numéro 27. Dites-moi, vous êtes chez vous en garçon, je ne vous gênerai pas. J'habite dans l'hôtel de mon père, mais un pavillon au fond de la cour, entièrement séparé. Rue du Helder, numéro 27, 27 mai,
À 10h30 du matin. Bien. Et maintenant, soyez tranquille. L'aiguille de votre pendule ne sera pas plus exacte que moi. À quelle heure, monsieur, veut-il être servi? À 10h30, précise. Debray sera peut-être forcé d'aller à son ministère. D'ailleurs, c'est l'heure fixée par le comte. 10h30 du matin, le 27 mai. Et quoique je ne fasse pas grand fond sur sa promesse, je veux être exact. Florentin, savez-vous si madame la comtesse est levée? Si monsieur le vicomte le désire, je m'en informerai. Oui, vous lui direz que j'aurai l'honneur de passer chez elle vers 1h et que je lui fais demander la permission de lui présenter quelqu'un. Bien, monsieur. Ah, ce doit être monsieur Debray. Ce sera tout, Florentin, merci. Monsieur Lucien Debray. Bonjour, Lucien. Bonjour, mon cher. Il n'est que 10h moins 5 minutes, c'est miraculeux. Le ministère serait-il renversé? Non, très cher, rassurez-vous. Nous chancelons toujours, mais nous ne tombons jamais. Et les affaires de la péninsule vont nous consolider tout à fait. Ah oui, c'est vrai. Vous chassez Don Carlos d'Espagne. Oh, ne confondons pas, nous le ramenons de l'autre côté de la frontière de France et nous lui offrons une hospitalité royale à Bourges. À Bourges? Mais comment, vous ne saviez pas cela? C'est connu depuis hier de tout Paris. Et avant-hier, la chose avait déjà transpiré à la bourse. Car Monsieur Danglars, je ne sais d'ailleurs point par quel moyen, cet homme sait les nouvelles en même temps que nous. Monsieur Danglars, donc, a joué à la hausse et a gagné 1 million. Et vous, un ruban nouveau, à ce qu'il paraît? Oui, ils m'ont envoyé la plaque de Charles III. Avouez que la chose vous a fait plaisir à recevoir. Ma foi, oui, comme complément de toilette, une plaque fait bien sur un habit noir boutonné. C'est élégant. Voilà donc pourquoi vous me voyez si matin, très cher. Parce que vous avez la plaque de Charles III. Non, parce que j'ai passé la nuit à expédier des dépêches diplomatiques. Rentré chez moi au petit jour, j'ai voulu dormir, mais le mal de tête m'a pris, alors je me suis relevé pour monter à cheval 1 heure. Et maintenant, j'ai faim. Nourrissez-moi, je m'ennuie, alors amusez-moi. C'est mon devoir d'amphitryon, cher ami. Ah, Florentin, un verre de Quérès et un biscuit. Mais en attendant, Lucien, prenez donc un cigare. Merci. Mon cher vicomte, que vous êtes heureux de n'avoir rien à faire. Vous ne connaissez pas votre bonheur. Et que feriez-vous donc, mon cher pacificateur de royaume, si vous ne faisiez rien? Oh. Comment? Secrétaire particulier d'un ministre, lancé à la fois dans la grande cabale européenne et dans les petites intrigues de Paris, ayant des rois et des reines à protéger, des partis à réunir, des élections à diriger, faisant plus avec votre plume et votre télégraphe que Napoléon ne faisait avec son épée et ses victoires, trop gentil, mon cher. possédant 25 000 livres de rente en dehors de votre place, un cheval dont Château Renaud vous a offert 400, oui. Un tailleur qui ne vous rate jamais un pantalon, ayant l'opéra, le jockey club, le théâtre des variétés. Vous ne trouvez pas dans tout cela de quoi vous distraire? Eh bien, je vais vous distraire, moi, en vous faisant faire une connaissance nouvelle. Ah, en homme ou en femme? En homme. Ah. Et d'où vient-il? Du bout du monde? De plus loin, peut-être. J'espère qu'il n'apporte pas notre déjeuner. Ah, voilà votre Quérès et votre biscuit. Merci. Mais vous aviez donc faim? J'ai dîné hier chez Monsieur de Villefort et on dîne très mal chez tous ces gens du parquet. On dirait toujours qu'ils ont des remords. Avec cela qu'on dîne bien chez vos ministres. Ma foi. Monsieur Beauchamp. Ah,
Entrez, plume terrible. Bonjour. Tenez, voici Debré qui vous déteste, sans vous lire. Et moi, je le critique sans savoir ce qu'il fait. Bonjour, commandeur. Ah, vous savez déjà cela. Et qu'en dit-on dans le monde? Dans quel monde? Nous avons beaucoup de monde en l'an de grâce 1838. Mais dans le monde critico-littéraire, dont vous êtes un des lions. On dit que c'est fort juste. Et que vous semez assez de rouge pour qu'il vous pousse un peu de bleu. Pas mal, pas mal. Mais pourquoi n'êtes-vous pas des nôtres, mon cher Beauchamp? Ayant de l'esprit comme vous en avez, vous feriez fortune en 3 ou 4 ans. Alors, je n'attends qu'une chose, un ministère qui soit assuré pour 6 mois. Bon, un seul mot, mon cher Albert. Déjeunons-nous ou dînons-nous? J'ai la chambre, moi. On déjeunera seulement. Bien. À 10h30, précise. Et avec un gentilhomme et un diplomate. C'est que j'entendrai ce matin un discours de M. Danglars à la Chambre des députés, et ce soir, chez sa femme, une tragédie d'un père de France. Le diable emporte le gouvernement constitutionnel. Rappelez-vous que la chronique parisienne parle d'un mariage entre moi et mademoiselle Eugénie Danglars. Ce mariage ne se fera jamais. Le roi a pu le faire baron, il ne le fera pas gentilhomme. Le vicomte Albert de Morcerf ne doit épouser qu'une marquise. Mais Danglars donne 2 millions à sa fille, c'est joli. 2 millions? Mais c'est le capital social d'un théâtre de boulevard. Monsieur de Château-Renaud, monsieur Maximilien Morel. Messieurs. Morel? Qu'est-ce que c'est que ça, Morel? Permettez-moi, mon cher, de vous présenter monsieur le capitaine de ce pays, Maximilien Morel, mon ami et de plus mon sauveur. Saluez mon héros, vicomte. Monsieur, le baron de Château-Renaud savait d'avance tout le plaisir qu'il me procurait en me faisant faire votre connaissance. Vous êtes de ses amis, soyez des nôtres. Et il faut encore que vous sachiez ce qu'il a fait pour moi. Non, cela ne vaut pas la peine d'en parler. Comment? La vie ne vaut pas la peine qu'on en parle. Non, écoutez plutôt. Vous savez tous que l'idée m'était venue d'aller en Afrique. Je voulais essayer sur les Arabes des pistolets neufs dont on venait de me faire cadeau. Je m'embarquai donc, je gagnai Constantine et j'arrivai juste pour voir lever le siège. Je me mis en retraite comme les autres. En route, mon cheval mourut de froid et je me retrouvai à pied. 6 Arabes vinrent au galop pour me couper la tête. J'en abattis 2 à coups de fusil, 2 autres à coups de pistolet. Mais il en restait encore 2. Et j'étais désarmé. L'un me prit par les cheveux, c'est pour cela que je les porte courts maintenant. L'autre m'enveloppa le cou de son yatagan. Je sentais déjà le froid aigu du fer quand Monsieur Morel chargea à son tour et les tua tous 2. Ah, bravo, mon cher. Monsieur Morel s'était donné pour tâche de sauver un homme ce jour-là. Le hasard voulut que ce fût moi. Eh bien, c'était le 5 juillet, l'anniversaire d'un jour où mon père fut miraculeusement sauvé. Aussi, autant qu'il est en mon pouvoir, je célèbre tous les ans ce jour-là par une action héroïque. Cette histoire à laquelle Morel fait allusion est admirable et il vous la racontera un jour. Mais à quelle heure déjeunons-nous, Albert? À 10h30. Moi aussi, j'attends un sauveur. Ah, un sauveur à qui? À moi, parbleu. À vous? Croyez-vous donc qu'on ne puisse pas me sauver, tout comme un autre? Pourquoi pas? Et d'où vient-il, votre sauveur? Quand je l'ai invité, il y a 3 mois de cela, il était à Rome. Mais depuis ce temps-là, qui peut dire le chemin qu'il a fait? Le croyez-vous capable d'être exact? Oh, je le crois capable de tout. De tout, vraiment? J'étais à Rome, au carnaval dernier, avec Franz d'Épinay. Je fus enlevé et retenu prisonnier par des brigands. Ma rançon avait été fixée à 4000 écus romains. J'étais au bout de mon voyage et mon crédit était bien entamé. Il manquait 800 piastres pour me sauver la vie. Mais Franz arriva avec les 4000 écus. Non, il arriva purement et simplement, accompagné du convive que je vous annonce. Celui-ci dit 2 mots à Luigi Vampa, le chef des brigands, et je fus libre. Et le nom du sauveur? Le comte de Monte Cristo. Oh. On ne s'appelle pas Monte Cristo. Cher ami, avec une telle imagination, vous devriez écrire. Monte Cristo est une petite île dont j'ai souvent entendu parler par les marins qu'employait mon père. C'est un grain de sable au milieu de la Méditerranée. C'est cela.
Il aura acheté son brevet de comte en Toscane. Mais dites-moi, mon cher, il est donc riche, votre comte? Il se fait parfois appeler Simbad le marin. Et il a une caverne pleine d'or. France l'a vu. Il y est descendu, les yeux bandés. Il y a été servi par des muets et des femmes auprès desquelles Cléopâtre n'est qu'une lorette. Seulement, des femmes, il n'en est pas bien sûr, vu qu'elles sont entrées après qu'il eut mangé le hashish. Ah ça, mon cher Albert, vous moquez-vous de nous? Non, j'ai entendu raconter encore par un vieux marin nommé Penelon quelque chose de pareil à ce que dit monsieur de Morcerf. Le comte de Monte Cristo existe. Mais parbleu, tout le monde existe, le beau miracle. Tout le monde n'a pas des esclaves noirs, des galeries princières, des chevaux à 6 000 francs pièce, et une maîtresse grecque. L'avez-vous vue, la maîtresse grecque? Vue et entendue. Vue au théâtre, dans sa loge. Entendue un jour chez le comte, faisant de la musique. Où donc est-il, ce comte de Monte Cristo? Voilà 10h30 qui sonne, mon cher Albert. Son Excellence, le comte de Monte Cristo. C'était Le Comte de Monte Cristo d'Alexandre Dumas. Adaptation Pierre Dupriez et Serge Martel. Aujourd'hui, 14e épisode, Le Rendez-vous. Avec Edmond Dantès, Pierre Santini. Le duc de Bracciano, Guy Marly. Franz d'Épinay, Jean-Pierre Leroux. La duchesse de Bracciano, Danielle Duroux. La comtesse Gasparini, Lisbeth Heul. Pépino, Pierre Guéant. Vampa, Maurice Sarfati. Albert de Morcerf, Richard Leduc. Florentin, Jacques Maire. Lucien Debray, Gilles Guyot. Beauchamp, Philippe Mercier. Château Renaud, François Marié. Maximilien Morel, Pierre Arditi. Les Brigands, Claude Leblond, Georges Beauvilliers, Bernard Alouf. L'annonceur, Bernard Lavalette. Bruitage, Louis Amiel. Chef opérateur du son, Marcel Grenier. Collaboration technique, Bernard Delfieux. Régisseur de production, Anna Sibert. Réalisation, Jean-Jacques Vierne.